bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire donc, une initiation aux techniques de mémorisation, notamment parce que j'ai acquis une certaine expérience depuis quelques années dans ce domaine. Mais avant de commencer, je voulais remercier Benjamin qui me permet de faire cette conférence et de tenir un stand pour l'ASM pour le Neurodé. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter, puis on va tester votre mémoire. Ensuite, je vais revenir sur des événements marquants et je vais aborder ensuite les deux principales méthodes utilisées pour mémoriser dans notamment des championnats me concernant. Enfin, Benjamin va expliciter la partie neurosciences sur la mémoire. Et enfin, on va revenir sur l'ASM et notamment avec l'intervention de Julie, le meilleur sport 2024. Et enfin, vous aurez la liberté de poser des questions à la fin de la conférence. Du coup, donc, moi je m'appelle Loïc Roch. Au niveau parcours scolaire, j'ai fait un master en cybersécurité, donc j'ai finalisé l'année dernière. En parallèle de ça, j'ai aussi fait un diplôme universitaire en sciences criminelles. Et là, à la rentrée, je vais me lancer dans une licence d'histoire, donc que des choses qui n'ont rien à voir, mais je suis passionné d'apprentissage, donc j'adore découvrir de nouveaux domaines. Et notamment, avec les méthodes que j'utilise, ça permet d'optimiser mon apprentissage et de faciliter les notions qui sont plus du par cœur ou de l'apprentissage de connaissances pour me concentrer plus sur de l'applicatif. Du coup, en parallèle de ça, j'ai été vice-champion de France 2024 cette année et j'ai commencé il y a 3 ans, donc, notamment en 2022, pour lequel j'ai fini meilleur espoir et 3e français, et l'année dernière où j'ai fini 3e français. Et en parallèle de ça, donc, je fais aussi des formations. Je suis entraîneur pour l'ASM, donc l'Association des sports de mémoire, et je fais aussi des conférences pour vulgariser ces notions. Aussi, je vais peut-être revenir sur mon parcours parce que ça peut être intéressant pour vous. Donc, j'ai découvert ces techniques de mémorisation au lycée avec notamment les vidéos de Fabien Olicard, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc, en fait, quand je m'y suis mis, mon objectif c'était surtout de gagner du temps sur les cours et donc de passer beaucoup moins de temps à apprendre et de pouvoir m'amuser en parallèle. Donc vraiment c'était pour économiser mon maximum de temps et parce que j'avais la flemme de passer autant de temps sur les cours. Donc là j'ai découvert du coup différentes techniques, je les ai mises en application et à partir de l'université, donc je me suis orienté donc, sur un parcours informatique, là où le besoin de connaissances liées assez bas et le besoin d'applications concrètes du codage, du pentest ou autre, ça va demander simplement de la pratique. Donc là où mes techniques, ça ne me servait à rien. Je me suis engagé dans la mauvaise filière pour appliquer mes techniques. Mais dans les peu de fois où j'ai eu besoin de m'en servir, j'avais ces techniques qui m'ont facilité la tâche. Et donc, il y a 2 ans, en 2022, donc moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup se lancer des défis, des nouveaux défis dans des nouveaux domaines pour découvrir en permanence. Donc là, le défi que je m'étais lancé, c'était donc à partir de. Je m'y suis mis en août. Donc en août, je me suis dit, ok, je peux me lancer quoi comme défi? J'ai envie de faire quoi? De découvrir un nouveau domaine, ou du moins d'approfondir un domaine que je connaissais, donc les techniques de mémorisation. Donc je me suis donné 2 mois pour m'entraîner plus dans un contexte de compétition aux techniques de mémorisation, parce que 2 mois après, en fait, il y avait les championnats de France. Donc mon objectif, c'était d'être meilleur espoir français en 2022. Et c'est ce qui a été chose faite donc 2 mois après, où j'ai fini meilleur espoir et aussi 3e français. Et donc suite à ça, j'ai continué à m'entraîner régulièrement, mais à m'ouvrir sur d'autres domaines en parallèle. Donc là, on va faire un petit test. L'idée, c'est qu'on va vous faire défiler une liste de mots, donc à peu près 1 toutes les 2 secondes. Donc, il va y avoir 12 mots à mémoriser. Donc, on a mis une image pour faciliter. Et l'idée, c'est de voir de combien vous allez vous en souvenir. Si vous voulez, du coup. Je vais commencer, c'est bon. Oui. Si vous voulez, du coup, vous pouvez préparer un papier pour après. Là où le but, ça va être de retenir vraiment les mots et après mettez les papiers sur un papier. Voilà. Ou avec le téléphone, avec les notes du téléphone. Je pense que c'est bon.
Sinon, c'est juste de l'écriture. Ah oui. Vous listez les mots dont vous vous souvenez. Et quand vous avez fini, levez la main. Et gardez la levée. Et dans l'ordre si possible. C'est pas Windows. Levez la main quand vous avez fini, comme ça. On vous laisse encore 1 minute. Et 30 secondes. Et 15 secondes. 3, 2, 1. Et les résultats sont. Du coup, maintenant, vous pouvez lever tous la main. Tous les mains. Donc, ceux qui se souviennent de moins de 4 mots, baissez les mains. Vous êtes fort. Moins de 5 mots. Moins de 6 mots. Moins de 7. Moins de 8. Moins de 9. Moins de 10. 11. On atteint des beaux scores quand même. Franchement, pas mal. Hein. Ouais. C'est dur du matin. Donc ouais, il y avait 12 mots. Pour la plupart, donc, de ce que j'ai vu, beaucoup ont baissé la main autour de 7, 8 mots. Okay. Donc là, ce qu'on a pu voir donc, avec cette expérience, c'est qu'en moyenne, vous allez vous souvenir de 5-6 éléments. Donc c'est ce qu'on appelle l'empamnésique, c'est le nombre d'éléments que le cerveau peut stocker dans la mémoire à court terme. Donc comme ça, sans technique. Donc là, vous l'avez bien démontré. Et un autre aspect que je voulais mentionner, c'est l'attention. Donc au moment où vous avez voulu vous souvenir, donc par exemple pour ceux qui ont pris les téléphones, peut-être que vous avez reçu un message ou autre qui a pu happer votre attention et vous faire oublier quelques mots que vous aviez mémorisés. Et de la même chose, donc le fait que d'avoir pris plus de temps, donc pour certains, donc avoir pris plus de temps pour restituer les mots, ça a pu faire que vous avez fait défiler des mots que vous connaissiez pour essayer de rappeler l'information. On va revenir dessus après. Avant de continuer, je voulais vous montrer quelques images assez fun. Est-ce que vous savez ce que c'est comme événement? Les attentats de 30 septembre. Exactement. Deuxième événement. Ça, c'est un peu plus joyeux quand même. Alors, c'est quoi? Ça doit être 2018. C'est pas 98. C'est la France qui remporte la Coupe du Monde en 2018.
Du coup, j'ai fait exprès de mettre ces images marquantes pour vous montrer que lorsque le souvenir il fait appel à de l'émotion, donc dans le cas de la première, ça peut être de la tristesse, du dégoût, de l'énervement. Donc l'émotion est très très chargée au niveau de ce souvenir-là, donc on va avoir plus tendance à s'en souvenir. La même chose pour la seconde image donc de l'événement, où ça a été plus un aspect joyeux, et donc peut-être qu'à cette époque vous faisiez la fête à ce moment-là. Donc ça a pu s'ancrer un peu plus dans la mémoire parce qu'il y avait un aspect émotionnel et multisensoriel sur ces choses-là. Donc là on va se demander comment on va se rappeler de l'information. Comme je l'ai mentionné juste avant, lorsque vous faites défiler par exemple, là si vous essayez de vous souvenir des mots qu'on avait mentionnés tout à l'heure, donc la liste de mots dont vous deviez vous souvenir, vous aviez pu, donc comme astuce, faire défiler des mots que vous connaissiez pour voir si c'était un de ceux de la liste. Donc vous pouvez faire appel d'information. Donc c'est ce qu'on va appeler un indice de récupération. Donc pour se souvenir d'une information, on utilise ou non un indice de récupération qui va permettre d'approcher l'information à d'autres informations, afin, donc d'autres informations qui sont plus naturelles et plus immédiates dans le cerveau, pour faire un rappel de l'information dont on souhaite se souvenir. Donc on a différentes stratégies en fonction de la manière dont on souhaite se rappeler de l'information. Si par exemple l'information dont on souhaite se rappeler, ça va être pour le restituer dans le but, dans l'optique d'un QCM pour les étudiants ou pour des présentations par exemple, le besoin d'avoir un indice de récupération peut être là. Donc, par exemple pour un QCM, l'indice de récupération ça peut être la question. Dans ce cas-là on va se souvenir de la réponse et l'associer à la question. Des fois on va avoir besoin de se souvenir de notions sans indice de récupération. Donc par exemple si on veut mémoriser un discours par exemple. Et donc en fonction de la manière dont on souhaite se rappeler de l'information, donc la manière dont on va la restituer, on va donc avoir besoin d'un indice de récupération ou non, et donc utiliser une méthode appropriée en fonction. Donc là je vais vous introduire la méthode des associations. Donc c'est une méthode qui va donc permettre de, avec un indice de récupération, se souvenir d'une information associée. Donc cette méthode elle se décompose en 3 parties. La première, on va sélectionner l'information dont on souhaite se souvenir. Donc par exemple, on a du contenu, on extrait le contenu. L'extrait du contenu, c'est l'information dont on souhaite se souvenir. Donc pour les étudiants, ça va être les mots-clés, les notions importantes. Ensuite, la partie amplification, concrétisation des caractéristiques de l'information. Donc on va prendre l'information, on va la visualiser. Donc, on va visualiser les caractéristiques principales de l'information. Il y a un cas pratique après qui clarifie les choses. Et on va les rendre plus concrètes que des concepts qui peuvent être abstraits. Et enfin, on va associer les différents éléments qu'on souhaite mémoriser en les associant ensemble et en les faisant interagir ensemble, notamment au travers de la visualisation. Donc si on prend un cas pratique, si on prend un texte, peu importe le texte, on souhaite mémoriser donc, 2 mots associés. Donc, par exemple, on souhaite mémoriser qu'il y avait une voiture rouge dans le texte. Donc le premier mot c'est voiture, le deuxième c'est rouge. On va amplifier les caractéristiques des 2 notions qu'on souhaite mémoriser. Donc représentation du mot 1. Donc voiture. Une voiture c'est assez simple à se mémoriser parce que on en voit tous les jours en somme. Par contre, si on veut une représentation du deuxième mot, donc rouge, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas forcément d'objet associé à rouge. Donc par exemple, là, comme représentation, on peut prendre du sang. C'est assez commun et ça a des propriétés multisensorielles qui sont assez marquantes pour les personnes. Donc là, on a une représentation, une voiture, et pour le deuxième mot, du sang. Donc on a 2 représentations spécifiques. Maintenant, on va jouer à les associer ensemble. Et c'est là où ça va être vraiment fun. On va faire interagir voiture avec du sang. Donc on va par exemple s'imaginer une voiture qui va défiler dans une, pour revenir sur la première image, qui va défiler dans une rue passante, qui va écraser plein de gens en mettant du sang partout. C'est bien marquant, mais du coup on fait appel à différents sens, notamment à la visualisation. Et là, je pense que vous vous en souviendrez de voiture rouge, du coup, en associant en fait les deux notions. Et c'est vraiment en jouant sur cet aspect donc multisensoriel, donc notamment visuel, donc avec par exemple les gens qui s'enfuient, le sang qui éclabousse partout,
les hurlements par exemple, donc, pour Louis, et du coup l'émotionnel avec le fait que c'est quand même relativement choquant. Et donc en mélangeant ces deux aspects et en jouant en fait avec l'information, donc là on dissocie vraiment le contenu, l'information brute de son implémentation dans la mémoire. On va vraiment jouer avec et le détacher de son application pour la faire entrer dans la mémoire à court terme puis à long terme. Et du coup, en faisant ça, pour se souvenir de l'information, on va faire le processus inverse. Donc si par exemple, on veut restituer des notions du texte, on se dit, ok, on va nous demander, par exemple, de quelle couleur était la voiture. Mais du coup, de suite, on va se ressouvenir de la scène, on va dire, ah oui, c'était rouge, c'était du sang, donc rouge, et ainsi de suite. Et en jouant sur cet aspect-là, on va faire un rappel de l'information en fonction de l'indice de récupération qu'on va avoir au final. Donc là, on va faire une deuxième application. Donc là, on va en prendre pour exemple. Donc, juste avant, on avait deux mots dont on voulait se souvenir. Là, on va prendre 4 informations. Donc moi, ma tête, mon nom de famille, mon prénom et ce pourquoi je suis là. Donc on a 4 informations. Donc pour les amplifier, on va essayer de les associer, donc amplifier et concrétiser, on va les associer à des objets, de la même manière des choses plus concrètes. Donc là par exemple, donc là vous allez sans doute me voir dans le salon, pour vous souvenir que moi je faisais de la mémorisation, donc ma caractéristique physique, ça peut être par exemple les lunettes. Donc, on va prendre les lunettes. Pour mon nom de famille, donc roc, on va l'associer à un roc, un rocher. Pour mon prénom, on peut l'associer à Louis, donc l'oreille, par exemple. Et enfin, mémoire, l'associer à un cerveau, même si bon, c'était pas le plus approprié avec cette conférence. Et maintenant, donc on a les 4 éléments dont on veut se souvenir. Comment est-ce qu'on va les associer ensemble? Et donc, je peux revenir en arrière. Pour les associer ensemble, on va se dire, ok, comment on peut faire interagir donc un rocher, donc Louis, donc mon oreille, puisque Louis c'est peut-être un peu trop abstrait, donc on va partir sur du concret, mon oreille. Donc Louis, un rocher, lunettes, cerveau. Par exemple, moi, là si je devais mémoriser ça, pour bien m'en souvenir et bien l'associer, je vais m'imaginer qu'on prend un rocher, qu'on me l'enfonce dans l'oreille, genre ça fait, je pense assez mal, on l'enfonce dans l'oreille, donc dans Louis, un rocher dans l'oreille, ça va presser le cerveau et le faire ressortir et faire tomber mes lunettes. C'est bien évident. Mais du coup, en faisant ça, normalement, vous devriez vous souvenir que je m'appelle Loïc Roch, que je travaille sur la mémoire et que je ressemble à ça, à peu près. Et du coup, en faisant ça, on va vraiment jouer sur, encore une fois, l'émotionnel et le multisensoriel. Donc là, on a fait la première partie avec, on a un indice de récupération. Donc, avec un indice de récupération, donc là, par exemple, si vous vouliez vous souvenir de moi, vous essayez de vous souvenir de la scène. Ok, je travaillais sur la mémoire, mon cerveau il tombe par mes yeux, il tombe les lunettes, ah oui, j'avais des lunettes. Pourquoi ça tombait par les yeux? Puisqu'on a mis un rocher dans l'oreille, et ainsi de suite. Et donc là, on a toutes les informations qui reviennent en fonction de l'indice de récupération qu'on a initialement. Maintenant, on va voir une autre méthode qui est sans indice de récupération. Comment on fait pour retrouver l'information? On va utiliser ce qu'on appelle le palais mental. Donc ça a plusieurs noms, le palais mental, la méthode des lieux, la méthode du parcours. En fait, cette méthode, elle date de l'Antiquité. Et en fait, globalement, les méthodes de mémorisation se sont un peu perdues, notamment au cours du Moyen-Âge, parce que visualiser ce genre d'images qui peuvent être... donc là, en soi, j'ai fait plus du gore, mais il y a l'aspect aussi sexuel qui peut facilement marquer la mémoire. Et ce genre d'image, c'était pas très apprécié par tout ce qui est église et tout. Donc ça a été un peu censuré, et donc c'est pour ça que les méthodes se sont un peu perdues. Et donc le palais mental, ça fait partie de ces méthodes-là qui sont très très puissantes. Et donc elles consistent à définir un lieu, donc on choisit un lieu qu'on connaît, qu'on maîtrise bien. On définit des emplacements, donc différents emplacements dans ce lieu. Donc on imagine un parcours dans ce lieu avec différents emplacements. Et ensuite on va placer les informations dont on souhaite se souvenir, qu'on a concrétisées,
dans les différents emplacements et les faire interagir avec le palais en fait. Donc par exemple, moi, pour mon premier palais mental, c'était dans la maison de mes parents, de ma chambre, donc de mon lit pour être exact, jusqu'à l'entrée. Et donc par exemple, les emplacements que j'avais définis, c'était la fenêtre de ma chambre, le lit de mon frère, les escaliers avec la fenêtre, le salon, la salle de bain et l'entrée. Et donc sur ces différents emplacements, on va pouvoir mettre des éléments dont on souhaite se souvenir. Donc là, c'est un palais qui est fermé, mais vous pouvez aussi choisir des palais plus ouverts et en extérieur, parce que du coup, les possibilités sont d'autant plus décuplées. Et maintenant, j'utilise que des palais extérieurs ou le mélange des deux. Donc là, on va refaire. Donc j'ai montré sur un exemple et expliqué concrétiser la méthode, et après on fera la même chose mais tous ensemble. Donc là, j'ai choisi le centre-ville de Toulouse, et c'est à peu de choses près un balai que j'utilise réellement d'ailleurs. Donc là, on choisit le lieu. Donc là, c'était Jean Jaurès. Là, c'est les allées pour aller vers le Capitole et la place Wilson. Là, donc le manège avec la fontaine derrière, c'est des éléments qui sont assez marquants sur le parcours. L'idée, c'est justement d'avoir des points d'ancrage, donc que ce soit la fontaine ou le manège, ce sont des éléments assez marquants sur lesquels on va pouvoir faire interagir l'information assez facilement. Et ça, c'est assez important, parce que si on sélectionne des emplacements sur lesquels on peut difficilement interagir, donc par exemple une maison qui nous rappelle rien, par exemple, l'interaction va moins marcher dans le cerveau parce qu'il y a moins cet aspect émotionnel. Donc le manège, ça suscite des sensations, des souvenirs, et la fontaine, la même chose. Ensuite, on va définir les emplacements. Donc par exemple, là, la sortie de l'ascenseur pour le premier emplacement. Le deuxième emplacement, on va choisir devant les escalators. Oui. Troisième emplacement, on va choisir les allées. Là, j'ai pas mis plusieurs emplacements parce que les images peuvent se confondre. Si on met par exemple le 3 et le 4 sur la même zone, vu qu'il n'y a pas de point d'ancrage spécifique, on risque de se confondre ou s'inverser les images. Ça peut ne pas être important quand l'ordre des mots n'est pas important, mais si on a envie de l'importance dans l'ordre, ça peut éviter des erreurs de faire ça. Ensuite, le manège, le quatrième emplacement, enfin devant le manège ou le manège, et la fontaine pour le cinquième emplacement. Et le dernier, devant le cinéma, donc pour le dernier emplacement. Maintenant, on va essayer de se souvenir d'une liste de mots, pareil, donc j'en ai pris que 8 pour l'instant. Et on va vouloir les placer un par un. Donc par exemple, la tomate à l'ascenseur, on peut s'imaginer qu'on est devant l'ascenseur, que les portes s'ouvrent et qu'on se fait agresser par des jeunes qui nous balancent des tomates dans la figure. Donc, du coup, on va avoir peur, on va commencer à s'enfuir, et il y a quelqu'un qui va nous proposer un gâteau, donc on va prendre le gâteau, on va leur balancer à la figure aussi. Donc ça fait de l'interaction aussi on essaie aussi, quand c'est possible, de faire de l'interaction entre les lieux eux-mêmes pour encore plus marquer l'esprit. Ensuite, on va continuer. Place numéro 3, on va s'imaginer, je sais pas, une voiture simple, ce serait pas assez marquant en fait. Pour que ce soit assez marquant, il faudrait, par exemple, on va s'imaginer un monster truck qui est en train d'écraser les différents kiosques qu'il y a. Donc ça aussi, c'est assez marquant. Et voilà. Et après, si on veut écraser des gens, on peut aussi. Maintenant, par exemple, pour le manège, on va s'imaginer que c'est une sortie scolaire et que c'est pas des enfants, c'est un troupeau d'éponges qui veut aller faire du manège, et donc les éponges vont aller dans le manège, il y en a qui vont se coincer sous le manège, donc ça va les essorer un peu, et ainsi de suite. Maintenant, on peut utiliser aussi la méthode des associations dans le palais mental. Donc par exemple, là on va associer aigle et chien, donc pour le placer à l'emplacement suivant, à la fontaine. Donc par exemple, aigle et chien, on peut s'imaginer qu'il y a un... Je vais pas repartir dans le semblant. Il y a un aigle qui est en train de boire, et il y a le chien qui arrive et qui va le choper par le cou et qui va le secouer dans tous les sens. Et la fontaine, elle va plus faire couler de l'eau, elle va faire couler du sang. Et on va entendre les cris de l'aigle derrière qui peut nous marquer. Même chose pour les deux derniers éléments, donc torche, cochon. On peut s'imaginer qu'il y a donc nous on va au ciné, et il y a un cochon qui nous passe entre les pattes, qui va se faufiler dans la foule et qui va faire tomber une torche sur lui-même. Et il va tellement prendre feu qu'au moment où il va vouloir passer la porte, mais en fait il va se décomposer et il va rester que les os qui vont se coincer dans la porte et on va pouvoir la fermer.
Donc là, si on veut s'en souvenir, je peux passer. Au niveau de la première scène, on avait quoi? On avait l'ascenseur qui s'ouvre, des tomates qui se balancent, exactement. On a un gâteau qui se défend. Au troisième emplacement, on avait un monster truck qui a écrasé les bâtiments. Est-ce que vous vous en souvenez? C'est quoi par exemple le quatrième emplacement? Voilà. Au niveau de la fontaine, qu'est-ce qui se passait? Avec les chiens. Avec les chiens ou chiens avec les chiens. Et au sixième emplacement, qu'est-ce qu'on avait? La cloche et le cochon. Non, c'était 7 et 8. Oui, 7 et 8 au sixième emplacement. Du coup, il y a le cochon et torche. Donc là, au final, juste en se revisualisant le parcours qu'on a fait, en essayant de revisualiser les scènes, ça a été beaucoup plus simple de les ancrer un peu plus dans la mémoire. Et ça, donc là, c'est que 6 emplacements. Mais par exemple, moi, pour certains ballets, je peux en avoir 50 ou 100 emplacements. Sachant que là, on a placé 1 ou 2 informations par emplacement, mais il y a des manières d'encoder plus d'informations. En fait, c'est la méthode des associations, mais un peu plus accrue. On va placer 3-4 informations par emplacement. Donc sur un ballet, par exemple, qui fait 50 emplacements, on met 4 informations, ça fait 200 informations dont on peut se souvenir. Donc par exemple, un discours, un cours sans problème, et ainsi de suite. Maintenant, on va faire un ballet ensemble. Donc on va choisir le lieu, la salle de conférence. Et j'ai quand même défini les emplacements pour que ce soit déjà préparé. Par contre, c'est vous qui allez définir les interactions qu'on peut avoir dans ces emplacements. Donc, on va commencer par l'entrée. Donc là, on va choisir comme premier emplacement. Donc, peut-être que Julie, tu peux faire afficher les informations. On souhaite se souvenir de 16 mots. Donc 16 mots, si on place 2 informations par emplacement, on veut 8 emplacements. Donc on va prendre ici l'entrée comme le premier emplacement. On va prendre le coin ici, comme deuxième emplacement. Le troisième avec la table, il y a Benjamin et Julie. Le quatrième, la scène. Le cinquième, on va prendre l'allée centrale. Sixième, là où il y a le trépied avec les tables. Septième, la vitre. Oui, la vitre, c'est très bien. Et huitième, ce mur, par exemple. Donc, on a 8 emplacements. Maintenant, comment on peut les faire interagir? On a les 2 premiers éléments dont on veut se souvenir, c'est grenouille et dossier à l'entrée. Et là, il va vous de faire des propositions. Comment on peut faire interagir grenouille et dossier et avec l'emplacement, également. Comment? Une grenouille arrive à l'entrée et elle sort dans un dossier. Dans un dossier de chaise? Non, Ah, ok, ça marche. Grenouille qui saute dans un dossier. Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter un peu plus d'émotionnel? Ouais. Dossier Plante confidentiel. dans le plante vert. C'est ça. Il y a une grenouille qui se plante dans la plante. Allez, du coup. Les feuilles de la plante qui sont comme un... Ah ouais, les feuilles de la plante, ça va être ce qui va faire office de dossier, et la grenouille va se jeter dedans. C'est une grenouille venimeuse si tu veux. Donc, premier emplacement, on a grenouille dossier. Ensuite, tuyau serpent. Donc, dans le coin là-bas. Et c'est un tuyau façon toboggan, parce que c'est en pente, ça va descendre et le serpent qui va faire du toboggan. On prend la rampe, ce qui est comme un tuyau, et ça se transforme en serpent sous notre main et ça nous mord. Bon, on peut faire un mélange des deux avec le tuyau, donc qui est le toboggan, et le serpent à la sortie qui attend plus qu'à nous. Qui va bouffer la grenouille. Qui va bouffer la grenouille, et comme ça fait un autre lien avec l'autre emplacement, et c'est plutôt pas mal. Ensuite, peindre oignon sur la table. On va faire du paintball avec les personnes qui sont sur la table. Et du coup, elles vont pleurer et on pleure comme des oignons. Et un peintre peut faire un oignon.
C'est pas mal quand même. C'est de l'inspiration. Ou alors en bas, ça vient jamais pour ramasser des verres. Et ça a à peine des moments sur la table. On peut partir sur le paintball, ça peut être pas mal. Sinon, on les transforme en oignons. Et chaque fois qu'ils sont touchés, ils se transforment en oignons. Ensuite, horticola. Ici sur la scène. Ça a la couleur, le tapis a la couleur du koala, c'est gris. Je ramène ça au compte. Ça pique. Donc là, horticola, on peut supposer, je sais pas. Donc ouais, le tapis, c'est un koala. Et il essaye de manger la plante parce qu'il croit que c'est des orties. Donc là, en plus, on se dit que la plante, ça fait encore un indice de récupération. Peluche fléchette au centre. La peluche du koala, jeter. C'est ça, c'est parfait. On se dit que le koala, il est par terre, il veut manger les orties. On ne veut pas qu'il mange les orties. Donc on va le traîner par terre, il va pleurer en mode non. Il va planter ses griffes dans le sol pour pas qu'on l'amène. On le met au milieu et on lui balance des fléchettes dessus. Et attends, on remet le. Du coup, on va un peu accélérer. Donc je vais finir sur la dernière image. On va au fond sur la table. On va s'imaginer qu'il y a des insectes qui tombent de la vitre sur la table. Et en fait, ces insectes qui tombent donc, à cause des nuages, en fait, la vitre, c'est pas une vitre, c'est un nuage. Et les insectes vont tomber du nuage, tomber dans une tasse qui aurait sur la table. Et en fait, chaque fois qu'il y a un insecte qui tombe sur une tasse, ça fait un cactus. Et à la fin, dessin bison, on peut s'imaginer qu'il y a un homme de Cro-Magnon qui est en train de faire un énorme dessin de bison sur le mur. Et même si c'est pas assez émotionnel, ça peut suffire. Donc là, si on revient sur qu'est-ce qu'il y avait de différents emplacements, à l'entrée, il y avait quoi? Grenouille, dossier, Okay. tuyau, serpent, Okay. peintre, oignon, Ici. koala, ortie, peluche, flèche, nuage, insecte, tasse, cactus. Dessin bison. Bravo. Maintenant, vous connaissez pas les mentales. Après, il y a eu beaucoup plus de temps là qu'au niveau de l'autre. Il y a un biais cognitif qui est énorme. Oui. Parce que l'autre, on a eu des mots qui sont arrivés tac, tac, tac. Oui, mais c'est là, plus long on a aussi. travaillé. l'idée, c'est que justement, si on maîtrise suffisamment ces techniques et qu'on arrive à les automatiser, même si c'est parce qu'il y a, on peut y revenir après, mais s'il y a de l'information qui arrive au compte-gouttes, on peut s'entraîner à faire des liens entre les informations pour les ancrer et donc les stocker de la même manière en fait. Même si c'est vraiment pas évident, je suis d'accord, mais ça peut s'entraîner de la même manière. Et il y a des épreuves dans les compétitions qui sont plus sur cet aspect-là. Maintenant, je vais laisser Benjamin. Du coup, vous retenez combien de mots à peu près? Pardon? Personnellement, vous retenez combien de mots à peu près? Ça dépend le temps. Désolé parce qu'en fait on a un peu de retard sur les conférences et du coup pour les autres conférenciers pour qu'ils puissent avoir le temps. Les questions, donc l'ASM est présente donc avec Loïc et Julie au stand et vous pouvez leur poser toutes vos questions toute la journée. Ils feront des exercices de mémorisation, ils vont faire des tests comme dans les vraies compétitions. Donc vous pouvez poser toutes vos questions à ce moment-là. Et vous pouvez vous affronter. Voilà, parfait. Donc je vais juste présenter une petite partie pour compléter par rapport à la vision neuroscientifique. Donc je suis en master 2 neuropsychologie et neurosciences cliniques et notamment j'ai donné des cours particuliers pendant un sacré moment, pendant 4 ans, ça va. Mais du coup ça a créé une expérience qui m'a permis d'utiliser mes techniques de mémorisation concrètement et aussi de comprendre le fonctionnement derrière cérébral. Et je vais un peu compléter aussi par rapport aux émotions et la mémoire, comment ça fonctionne dans le cerveau. Je vais aller assez vite parce qu'on n'a pas trop de temps. Donc la mémoire, je pense que tout le monde a compris ce que c'était. Donc on a 3 étapes qui sont importantes, c'est emmagasiner, conserver et restituer l'information. Donc vous l'avez bien vu, il y a une étape où vous devez encoder, vous devez apprendre où est-ce que vous allez mettre dans votre palais mental l'information, donc là avec ces techniques-là. Ensuite il faut savoir
la conserver, parce qu'il y a un temps entre le moment où on l'encode et le moment où on la restitue. Et la dernière étape la plus importante, c'est la restituer, et c'est sur ça qu'on est beaucoup évalué dans le système scolaire, sur savoir restituer une information dans le cadre d'une évaluation. Et du coup, les zones du cerveau impliquées, je vais en parler de deux, donc notamment l'hippocampe. Donc l'hippocampe, elle est responsable de la conservation des souvenirs à court terme, en souvenirs à long terme, et il est particulièrement actif lors de l'encodage d'une nouvelle information de la navigation spatiale. On dit souvent que l'hippocampe, c'est une zone qui est responsable de la neurogénèse, où il y a du coup des nouvelles connexions, de la plasticité qui est très très élevée, parce que du coup c'est une zone qui est super importante pour la mémoire. Quand vous vivez des nouvelles épreuves dans votre vie, des nouvelles activités, il faut l'encoder, ou des nouveaux apprentissages, il faut l'encoder, et ça se fait par les nouvelles connexions. Et donc c'est aussi beaucoup impliqué dans la navigation spatiale, et toutes ces recherches-là, elles ont commencé par une histoire assez intéressante avec le patient HM, et donc la neuropsychologue qui l'a accompagné, qui est Brenda Miller. Donc ce patient, en fait, il avait de l'épilepsie. Donc je ne sais pas si vous étiez là ce matin pour la partie sur la géométech, ils ont parlé un peu d'épilepsie, mais juste pour vous dire, donc il y a un foyer épileptogène dans le cerveau, donc c'est une zone du cerveau qui va être hyper stimulée, qui va avoir plein de décharges, et en fait ça c'est pathologique, et ça crée des gros handicaps, et ça peut provoquer des grosses difficultés dans la vie. Et donc parfois on est obligé d'enlever la partie du cerveau qui va donner l'épilepsie. Et donc avec ce patient-là, ils lui ont enlevé donc une partie de l'hippocampe, une grande partie de l'hippocampe et des régions périphériques. Et ils se sont rendus compte que le patient HM n'arrivait plus à créer de nouveaux souvenirs, et il n'arrivait plus non plus à se rappeler des souvenirs avant l'opération. Donc c'est ce qu'on appelle l'amnésie qui est antérograde, donc créer des nouveaux souvenirs, et l'amnésie qui est rétrograde de ce qui s'est passé dans le passé. Mais par contre, il a quand même conservé certains types de mémoire. Par exemple, il jouait au ping-pong souvent avec la neuropsychologue, et ils se sont rendus compte qu'il était devenu de plus en plus fort à force de s'entraîner. Donc ça, c'est la mémoire procédurale, c'est une mémoire qui est très axée sur le kinesthésique, sur la mémoire musculaire. Et donc cette mémoire-là n'est pas du tout touchée par justement ces zones du cerveau. Donc ça, c'est des cas concrets en neuropsychologie qui nous permettent de mieux comprendre le cerveau, et c'est comme ça qu'on arrive justement à dire pourquoi en fait cette zone-là est impliquée dans cette fonction-là. Parce que quand elle n'est plus là, on se rend compte de son importance très élevée, et donc du coup l'hippocampe, c'est comme ça qu'on s'en rend compte. Et l'hippocampe, c'est une structure qui ressemble à l'hippocampe, donc c'est facile à retenir. Et en fait, il y a une toute petite structure qui est à l'avant de l'hippocampe, en forme d'amande. Donc là, l'hippocampe, elle est en verte, et en fait, en rouge, vous avez ce qu'on appelle l'amygdale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'amygdale, mais c'est une région. Donc là, je vais vous passer la slide pour parler de l'amygdale. Donc l'amygdale, elle est très impliquée dans la détection des stimuli émotionnels et dans la génération des réponses émotionnelles associées. Elle module également la consultation des souvenirs en influençant l'activité de l'hippocampe. Tout à l'heure, quand on parlait de le palais mental, quand on disait qu'il faut créer de l'émotion pour retenir, il faut que plus un événement va être chargé émotionnellement, positivement ou négativement. On a bien vu des exemples avec Loïc très trash, qui vous a fait très sourire, mais aussi qui vous a généré des émotions, dont vous vous souvenez très facilement après. Et donc c'est pareil, les premières fois qu'on a eu un contrôle, le bac, tout ça, on sait la date, on s'en rappelle comment ça s'est passé, parce que c'est très chargé émotionnellement. Et en fait, l'amygdale a un gros lien, on le voit d'un point de vue anatomique, c'est très très proche. Donc l'hippocampe en vert et l'amygdale en rouge, on voit que c'est très lié, c'est très proche d'un point de vue anatomique. Et en fait, les deux vont être beaucoup en interaction, notamment quand vous allez vivre un événement donc émotionnel. Donc, ça va décharger beaucoup de neurotransmetteurs, donc les petites molécules qui vont stimuler ou inhiber d'autres neurones. Donc ça va créer beaucoup de connexions. Et en fait, cette activité va moduler l'activité aussi de l'hippocampe, donc de la mémoire. Et donc, plus il y a de l'activité à ce moment-là, plus du coup, ça va être la trace mnésique va rester longtemps. Voilà. Est-ce que c'était clair ça ou c'est ok, parfait. Donc, juste, je vous parle d'une autre patiente par rapport à la patiente SM, donc c'est le même cas que le patient que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais là, cette fois-ci, cette patiente-là, elle a perdu l'amygdale. Du coup, une ablation de l'amygdale, et en fait, cette personne-là, elle était nommée comme the fearless woman. Parce qu'en fait, elle avait perdu la notion de peur, parce que l'amygdale est très très impliquée dans la peur. Et en fait, cette femme-là, elle a été agressée dans la rue, et elle a vécu aucune émotion. C'est-à-dire qu'elle était banale, comme si on allait acheter du pain. Et donc ça a choqué en fait les
policiers, etc. Et donc du coup, cette personne-là est allée voir un neuropsychologue et ils ont découvert que justement, voilà, elle a une ablation bilatérale de l'amygdale, une dégradation de cette zone-là. Et donc, c'est pour vous illustrer, donc la neuropsychologie, c'est vraiment ça, on a un comportement donc, dans la vraie vie, et en fait on remonte à la source, donc une perte d'une structure cérébrale. Voilà. Donc voilà, comme je l'ai expliqué, il y a un grand lien, c'est le but en petit peu d'expliquer les zones cérébrales, c'est de raconter qu'il y a un vrai lien entre les émotions et la mémoire, et qu'on le voit d'un point de vue neuroscientifique. Du coup, je vais assez vite, si jamais vous avez des questions, après on pourra en discuter derrière. Donc il y a la notion de rappel qui est très importante dans la mémoire. Je voulais en parler, on n'a pas parlé ici, dans les exercices, dans les compétitions de mémorisation, on se rend compte que c'est vraiment, on a une fois l'information, la plupart du temps, et on doit la prendre directement, en une fois, et de la conserver tout le temps. Donc on doit trouver des techniques qui sont très chargées émotionnelles, parce que c'est vraiment ça qui marche le mieux. Mais dans les conditions, dans la vraie vie, dans les conditions de mémorisation de cours, même au travail, quand on doit apprendre des nouvelles compétences, des apprentissages, il faut quand même amener la notion de rappel. Le rappel, c'est super important dans la mémoire. Plus on va rappeler une information, plus on va la solliciter, la trace physique, plus elle va rester longtemps, forcément. Et donc du coup, ça c'est un processus qui est très étudié en neurosciences. Donc on travaille beaucoup sur les souris en neurosciences, notamment pour comprendre un petit peu les neurones, qu'est-ce qu'elles font exactement. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la loi de Hebb, c'est une loi très connue en neurosciences qui dit que quand un groupe de neurones va être stimulé, ensemble, ils vont se lier entre eux. C'est-à-dire les connexions vont vraiment être très, très proches. Donc on va activer une zone, c'est ça qu'on appelle une trace mnésique, une voie en fait, comme si on avait une route, et qu'on passait plein de voitures à un moment, et du coup la route va s'élargir. C'est un peu ça ce qui se passe dans le cerveau, et il va aller de plus en plus vite. Et du coup, ça va créer donc des épines dendritiques. Les épines dendritiques, c'est une zone dans le neurone qui va servir à capter l'information informatique. Est-ce que je parle trop fort peut-être? C'est bon. Du coup, l'information va arriver par les dendrites, donc l'information électrique, et ensuite elle va être traitée par le corps cellulaire, et puis après elle va renvoyer l'information à l'axone. Donc c'est il y a plein de neurones qui vont être activés, et donc les épines dendritiques, les dendrites, c'est des petits, donc c'est des zones qui vont s'épaissir. En fait. Clairement, d'un point de vue physiologique, on va voir que ça s'épaissit. Donc les connexions vont être de plus en plus faciles. Et donc c'est pour ça que le rappel est très important, parce qu'il faut le rappel actif d'ailleurs, donc aller chercher, essayer de se souvenir d'un événement, essayer de se souvenir d'une connaissance, essayer de se souvenir d'une date, et de faire cet effort-là cognitif pour justement recréer, en fait, restimuler la trace mnésique qui est dans le cerveau et dans l'hippocampe, pour pouvoir la restituer, la garder le plus longtemps et pour la restituer le plus facilement. Voilà. Donc, ça, je ne vais pas en parler, mais c'est une technique de mémorisation qui est très utilisée, les flashcards, notamment avec une question et une réponse. Et en fait, on s'entraîne à apprendre l'association entre la question et la réponse, et on fait beaucoup de rappels tous les 2 jours. C'est une technique, en fait, on va préférer tout le temps, pour mémoriser plus facilement, de faire des courtes séances, moins d'1 heure, mais plus répétées en fait tous les jours. Au lieu de faire des séances de 10 heures une journée pour apprendre une notion, il vaut mieux une semaine prendre 1 heure par jour pour justement apprendre plus sur le long terme. Voilà. Donc ça, je ne vais pas en parler, on n'a pas le temps, et je vais du coup laisser Louis conclure. Merci beaucoup d'avoir écouté. Comme on a vu depuis le début, donc dans un premier temps, on va se demander quelle information dont on veut se souvenir, donc texte, contenu, d'usage, etc. On va élaguer l'information qui ne sert à rien, qui est superflue, qui se concentrer sur les mots-clés, sur les notions clés. Donc on va faire un tri de l'information. Ensuite, on va se demander comment est-ce qu'elle va être restituée, cette information, si ça va être par exemple pour les étudiants des QCM, des questions ouvertes, etc. Et donc s'il va y avoir un indice de récupération, enfin besoin d'un indice de récupération ou non. En fonction de ça, on va utiliser la méthode des associations. C'est la plus simple pour lorsqu'on a un indice de récupération, donc par exemple sur un QCM. C'est la méthode la plus simple et la plus rapide à mettre en application parce qu'on n'a pas besoin de se trouver un palais mental, de définir des emplacements, et ainsi de suite. Par contre, lorsqu'on va ne pas avoir d'indice de récupération, on va plus se concentrer sur la méthode du palais mental qui va permettre, donc, sans avoir
de support, d'indice de récupération, restituer l'information dans l'ordre, potentiellement, dans l'ordre, et potentiellement en l'associant à d'autres informations supplémentaires, donc avec la méthode des associations. Donc on peut voir que les deux méthodes peuvent s'associer ensemble pour être d'autant plus puissantes, et c'est ce qui est beaucoup utilisé dans les compétitions de mémorisation, et donc un peu plus. Donc comme l'a dit Benjamin, donc, pour ancrer l'information dans la mémoire, on va utiliser donc, plus donc, de la visualisation, donc avec la méthode du palais mental, tout en travaillant sur le ressenti, donc au travers des différents sens, et aussi l'émotion de la personne. Plus on va jouer de l'émotion de la personne et faire appel aux différents sens, plus l'information va rester dans la mémoire, et donc le rappel sera de plus en plus facile. Et enfin, on va réviser donc, cette information de manière régulière, donc, notamment avec les flashcards qui sont très utilisés dans les compétitions de mémorisation pour apprendre les systèmes qui permettent de se préparer aux compétitions. Et donc, cette méthode donc, des flashcards, notamment, va permettre d'ancrer l'information sur du beaucoup plus long terme et donc de s'en souvenir de manière durable, sans forcément à chaque fois repasser par le palais mental, les associations et ainsi de suite. Plus on va travailler ce rappel, plus les associations et le palais mental vont devenir un peu inutiles parce que l'information sera déjà ancrée dans la mémoire sans passer par d'autres méthodes. Donc, je vais vous présenter très brièvement la SM. Donc, on a un stand, donc vous pouvez venir poser des questions sur la mémoire, sur la SM, sur les compétitions. On a aussi un Discord sur lequel vous pouvez aussi poser des questions sur comment est-ce qu'on peut apprendre telle chose ou telle chose. Donc, par exemple, on a un ancien champion français qui est en train d'apprendre tous les gagnants de chaque épreuve des Jeux Olympiques depuis leur création. Donc, il y a beaucoup d'informations et il s'amuse à les apprendre comme ça. Donc, ça peut être le genre de choses qui peut peut-être vous intéresser. Enfin, comme support pour nous entraîner, on va utiliser donc, 2 logiciels, donc, du moins en Europe. Memory League pour tout ce qui est épreuves rapides. Donc, celle-là, ça va être des épreuves plus sur donc, de la mémoire à court terme avec des épreuves de maximum 1 minute. Donc, des fois, ça peut durer quelques secondes. Mais par contre, à côté, donc nous, notamment avec l'ASM, lorsqu'on organise les championnats de France, on va plus se baser sur le logiciel IAM, donc de l'IAM, donc l'association européenne en gros de la mémorisation, qui va plus s'orienter sur des épreuves, donc pour les championnats nationaux sur des épreuves de 5 minutes, avec une épreuve de 10 minutes et une épreuve de 15 minutes, mais il y a une dizaine d'épreuves, et ça va plus être des épreuves de 5 minutes, mais aussi sur des épreuves plus internationales où ça va durer par exemple 30 minutes ou 1 heure de mémorisation de chiffres, de mots, etc. Avec 2 heures de restitution pour, par exemple, l'épreuve des chiffres. Enfin, donc, l'ASM organise chaque année des championnats de France, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des salles à nous proposer. On est toujours à la recherche de salles pour organiser ces championnats de France. Et donc, on va passer donc, sur la meilleure espoir donc, 2024, donc de cette année, qui est Julie et qui va vous présenter un peu son parcours, comment elle s'est initiée à la mémorisation et son expérience en tant que débutante depuis qu'elle s'y est mise donc l'année dernière. Donc Julie, je te laisse. Du coup, bonjour à tous. Je suis Julie Sapirol, je suis ergothérapeute depuis hier. J'ai un peu tout ça parce que je sais que c'est pas trop connu, surtout à Toulouse, globalement en France. Donc, comme il a dit, j'ai été meilleur espoir 2024, c'est-à-dire que j'ai commencé la mémorisation en septembre 2023. J'ai commencé la mémorisation en septembre 2023, donc je suis un peu sur un coup de tête parce que j'ai gagné, pareil, j'aime bien me lancer le défi et ça avait l'air plutôt fun, du coup je me suis dit pourquoi pas. Et donc meilleur espoir, ça veut dire que c'était ma première compétition et que parmi tous les débutants, j'ai eu le meilleur score. Voilà. Et donc moi ce qui m'a particulièrement plu dans l'aspect mémorisation, c'est tout d'abord construire des choses. Ça c'est vraiment quelque chose. Tout ce qui est créatif, tout ça, c'est un peu ce que j'aime. Donc tout d'abord, il faut construire un système de chiffres, soit centième, soit millénium. Donc ça veut dire par exemple qu'on prend pour retenir les chiffres 100 chiffres
donc de 0 à 99, et à chaque chiffre, on met une image derrière. Et après ce principe-là, on va utiliser les flashcards par exemple pour apprendre les différentes images associées à chaque chiffre. Et quand on aura une suite de chiffres, ça nous permettra, on aura déjà les images en tête et c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, c'est pareil avec les cartes. À chaque carte, on met un personnage. Enfin, moi, j'ai mis un personnage derrière. Et les balais mentaux aussi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Comparé à Loïc, donc vraiment, je voulais insister sur que chaque personne, en fonction de comment il se connaît et ses ressentis, tout ça, on a tous des manières de faire différentes. Donc Loïc, il va plutôt faire des associations dans le palais, et moi, c'est mon palais qui va interagir avec le personnage. C'est-à-dire que chaque emplacement, il va y avoir une action dans le palais, et je vais mettre 2 personnages qui vont réaliser cette action. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc vraiment, chacun fait à sa sauce. Loïc, il est vraiment plus dans les images trash. Moi, c'est plus le monde des bisounours, Disney et tout ça. Donc voilà. Donc il y a 2 formes de compétition dans la mémorisation. Et il y a vraiment cet esprit de compétition que je ne pensais pas du tout. C'était incroyable. Donc il y a des compétitions mémoriques, donc c'est des petits formats, c'est en ligne. Donc à chaque fois, ça va être des épreuves super rapides. Il y a des épreuves de cartes, retenir un paquet de cartes, des images, retenir des images dans l'ordre, des noms. Donc on va avoir des têtes de visage, tout ça, il va falloir retenir leurs noms, et ça peut être des noms internationaux, donc chinois, japonais, thaïlandais, coréen, tout ça, c'est un peu compliqué, et des noms français. Une suite de chiffres aussi qu'on doit retenir dans l'ordre, et une suite de mots dans l'ordre également. Et après, il y a des compétitions, comme il a dit, qui s'organisent en France ou à l'international, donc là c'est en présentiel. Et donc les épreuves sont plus longues. Et là, la notion de rappel, elle est quand même assez importante. Enfin, si vous voulez en discuter plus rapidement, plus longuement, je veux dire, ça sera au stade parce qu'on n'a pas trop de temps non plus. Et donc on a différents matériels qu'on utilise, notamment en compétition, mais aussi aux entraînements. Par exemple, c'est notamment pour tout le système sensoriel, vraiment être concentré lors de la mémorisation et du rappel. Donc il y a le matériel anti-bruit, les bouquets, les casques anti-bruit, la casquette aussi, ou des lunettes si possible. Moi j'avais pas de lunettes, mais c'est pas mal, ça peut être utile. Ou par exemple comme un des participants au championnat de Rennes qui s'était mis des cartons sur le côté pour maintenir son attention. Et parfois c'était vraiment des paquets de cartes qui se collaient les participants. C'est un peu la spécialité de l'équipe italienne, ils viennent tous avec une casquette faite avec des cartes. Et du coup ils ont vraiment leurs cartes à jouer autour pour s'empêcher d'être distrait. C'est leur spécialité. Et des fidgets aussi. Ça peut être utile. Qu'est-ce que c'est un fidget? Un fidget, c'est quelque chose qui, parfois, on a. Comment faire ça? On a la modulation sensorielle. Et parfois, en fait, pour rester dans quelque chose de correct, où on est bien, où notre attention elle peut être maintenue bien, on est dans l'état où c'est OK. Parfois, on est en recherche de sensations. Et donc, le fidget va nous permettre justement d'avoir cette recherche de sensations à la disposition et justement de rester plus concentré sur notre tâche. Donc voilà, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas aussi toute la journée si vous avez des questions à venir nous voir, si vous avez plus de détails sur la compétition. On n'a pas le temps de les questions. Si vous avez des questions, 5 minutes de questions, allez-y. Pas autant de questions. Peut-être que je vais pour ceux qui n'ont pas entendu, la question c'était est-ce que ces méthodes peuvent s'appliquer sur des mots plus abstraits? Et donc oui, là j'ai volontairement choisi des mots très concrets pour que ce soit beaucoup plus facile de visualiser pour vous, sauf pour le mot rouge au tout début.
Mais donc la solution rouge, c'est le bon exemple, parce qu'on va choisir soit, donc il y a deux manières de faire, soit on va prendre, donc par exemple, si on a un mot abstrait, pour le concrétiser, donc l'objectif à chaque fois c'est de concrétiser l'information pour la rendre visuelle. Donc là, pour un mot donc, abstrait, on va soit prendre un mot qui est proche, qui ressemble, donc soit qui ressemble littéralement, soit au niveau de la manière dont c'est écrit. Ça peut être deux manières de faire. Soit on va décomposer le mot, donc notamment par exemple pour l'épreuve des mots, on a très souvent, il y a, je crois c'est 30% de mots abstraits. Il y a un ratio de 70-30 mots concrets et mots abstraits. Et pour les mots abstraits qui sont un peu trop compliqués à apprendre de manière, justement, avec un seul mot concret, ben, on va le découper en sous-mots qu'on va eux-mêmes essayer de rendre concrets. Donc là, je n'ai pas d'exemple de suite, mais vraiment le but c'est de, si c'est trop compliqué avec un mot, on va essayer de trouver des raccourcis. Et certes, peut-être que du premier coup, l'information ne va pas revenir, mais dans ce cas-là, il va falloir trouver d'autres méthodes, d'autres mots similaires ou se rapprochant qui pourraient faire un rappel de l'information, donc servir d'indice de récupération plus facile. Congruence. Pardon ? Congruence. Comment c'est facile. Si, congruence, on peut essayer, mais congruence, moi ça me fait penser à grumeau. Grumeau et con. Et du coup, juste en faisant ce découpage, grumeau et un con. Et du coup, de cette manière-là, congruence, on arrive à le convertir dans des mots plus concrets. Voilà. Et par exemple, là on retient des mots, mais par exemple pour retenir des définitions où ça devient plus compliqué parce que congruence c'est très bien, mais derrière ce que ça signifie ça ne nous aide pas. Là. En soi, c'est une définition, c'est un ensemble de mots. Si on enlève tous les mots superflus, donc les mots donc superflus, donc les déterminants par exemple, on peut les enlever. Et si par exemple on a déjà une appréhension du domaine et qu'on connaît déjà certains concepts, ça peut simplifier la compréhension. Et de cette manière, on va convertir, donc c'est exactement la même manière que j'ai précisé pour le texte tout à l'heure, on convertit la définition en un ensemble de mots-clés. Donc des fois, il faut faire du mot à mot parce que les définitions sont trop complexes, mais des fois, simplement deux mots vont suffire pour retrouver la définition. Parce que l'idée, c'est pas de retrouver du mot à mot, donc, sauf si vraiment c'est nécessaire, mais de retrouver l'idée principale pour pouvoir au besoin le reformuler, ou le reformuler en utilisant des mots spécifiques qui ont besoin d'être mis dans la définition. Et si je peux me permettre de compléter, du coup par rapport à ça, les définitions, tout ce qui va être un peu plus long, ou même des gros pavés, en fait des fois on doit apprendre ça pour les cours clairement. Donc dans l'expérience que j'ai pu avoir avec des élèves, les flashcards est un outil très intéressant là-dessus. Parce qu'on met une question, quelle est la définition de ça, et derrière on met la réponse. Et en fait, c'est en faisant de la répétition, même s'il n'y a pas vraiment de charge émotionnelle sur quelque chose, en fait, en faisant de la répétition et qu'on se met avec de l'attention et donc de rappel attentif, là, en fait, au bout de 5-6 fois qu'on le rappelle, ça s'ancre en fait, clairement. Donc, toutes ces techniques-là, en fait, elles doivent interagir en symbiose. On peut trouver et chacun doit la créer aussi sa propre façon, son vécu et ce qui lui marque au fond de lui. Je ne sais pas si j'ai le temps pour une petite anecdote. Petite anecdote, là pour finaliser mon master, j'avais une épreuve de réseau. J'étais le plus nul de ma classe en réseau. Ça, il n'y a pas de débat. J'étais le plus nul de ma classe. Et l'épreuve finale, c'était un QCM, donc un QCM du CCNA, s'il y en a qui ont des notions de réseau, qui sont ceux qui ont des quiz publiés, donc avec les réponses publiées, les questions publiées. Et donc, je savais qu'avec la méthode des associations, je pourrais m'en sortir avec ça, donc je m'y suis pris 1 heure avant. Et donc, 1 heure avant, j'ai pris donc, la liste des questions avec les réponses. Donc, il y avait 178 questions, questions-réponses. Et donc, pour les mémoriser, à chaque fois, je ne comprenais pas les notions de réseau, donc tous les mots qu'il y avait dedans, je ne comprenais rien. C'était en anglais. À cette époque, je ne comprenais quasiment pas l'anglais. Donc, j'étais obligé de me concentrer sur les mots-clés. Et donc, je prenais un mot-clé ou 2 mots-clés s'il y avait trop de questions similaires, 1 ou 2 mots-clés par question, un mot-clé dans la réponse.
Et je faisais des associations comme ça. Et donc quand je suis allé au partiel, donc on avait 2 heures pour le faire, en un quart d'heure, j'avais retrouvé toutes les associations et du coup, j'ai toujours rien compris au cours. Alors c'est pas glorieux pour mes compétences en réseau, mais en termes d'association, ça montre que ça peut être très rapide de le mettre en pratique, même sur des définitions où on peut potentiellement rien comprendre. Mais ça dépend de l'indice de récupération. Là j'avais un QCM et j'avais les réponses. Des fois ça peut ne pas être aussi évident que ça. Et donc revenir avec des flashcards pour venir compléter, ça peut être intéressant. C'est intéressant. Après, pour conclure un peu ça, je pense, moi je me suis jamais servie pour apprendre des cours ou quoi que ce soit. Vraiment, parce que je suis assez déçue, il a beau m'expliquer la 5 fois, j'ai pas envie. Mais du coup, j'ai beaucoup quand même aimé l'aspect sportif. On ne dirait pas comme ça qu'il y en a, mais peut-être que vous l'avez expérimenté au début. Quand on a du mal à se souvenir d'un mot, il y a un petit côté frustrant, on a toujours envie de se rappeler ou de faire mieux. Et du coup, ça m'a vachement embarqué. Et donc voilà, si vous voulez essayer pendant le stand, là, on est là pour vous faire essayer les différents formats. Il y a aussi bien les épreuves d'1 minute sur lesquelles vous affrontez, on va avoir 2 PC, donc vous pourrez essayer de vous affronter sur des épreuves d'1 minute ou nous affronter. Et les épreuves sinon de 5 minutes, mais voilà. Par contre aussi, petite chose, tout le long de la journée, on compte faire un petit concours sur donc l'épreuve des images et des visages. Si vous voulez essayer, ça prend 2 minutes, vous venez, vous essayez, vous marquez votre score et ça peut être drôle de voir l'évolution de chacun. Et la comparaison, Merci beaucoup. Juste une intervention pour rebondir sur ce que vous disiez, qui va faire la transition avec les neurosciences en formation. Un bon moyen de développer la mémorisation avec un ancrage positif et émotionnel, c'est de faire jouer les apprenants, que ce soit, on le fait pour des notions médicales avec des mots barbares, parenchymateux, hystérectomie, et ça marche en fait. Et l'idée, je rejoins ce qu'elle dit, l'idée de challenge. Voilà. Et c'est vraiment l'idée aussi. Je suis formatrice, ma collègue aussi, et on le fait. Et l'idée, c'est aussi, oui, pour revenir, c'est vraiment s'amuser en fait avec l'information. Jouer avec elle et la rendre interactive et assez fun quand c'est un mot moins fun. Et c'est vrai que quand on commence, moi je me suis vraiment pas entraînée beaucoup de fois. Je m'entraînais 30 minutes par jour quand j'avais le temps, entre midi et 2. Et il y a vraiment cet aspect jeu. Et au fur et à mesure, c'est un peu comme quand on court, on augmente très rapidement. C'est pas quelque chose qui prend du temps. Merci beaucoup. Merci.